Je vais reprendre aujourd'hui le cours sur la nature et notamment reprendre un petit peu la problématique. Donc, puisque ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, donc il faut un petit peu reprendre la problématique. Alors, la question du chapitre, c'était la question de savoir est-ce que la nature est un mythe, un idéal ou un modèle. Et souvenez-vous, on avait regardé quelques photos qui étaient éloquentes, puisque d'abord, elles n'étaient pas spécifiquement des photos 100% naturelles. Il y avait évidemment d'abord un choix, une prise de vue, et puis des éléments aussi spécifiquement humains qui sont ajoutés à la photo. Avec ceci et la célèbre citation de Beauvoir, dont on avait lu le petit texte qui est extrait du Deuxième sexe, donc Simone de Beauvoir qui dit, souvenez-vous, on ne naît pas femme, on le devient. On comprend bien que la nature est une forme de construction, qu'il y a une sorte de construction que l'homme fait du concept de nature et que le mot nature en lui-même, il est extrêmement compliqué à définir et ça c'est le premier problème philosophique du chapitre, il ne faut pas le réduire. On a essayé au tableau de faire un petit peu le concept de nature, mais il ne faut pas réduire ce problème parce que précisément, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que d'abord l'homme essaie de constituer un concept de ce que c'est que la nature, et ce concept il est nécessairement biaisé pour une raison, c'est que l'homme se place toujours en retrait par rapport à la nature. Il suppose n'être pas un être naturel, d'ailleurs il n'est pas totalement un être naturel, c'est vrai, il modifie la nature, il la transforme, il veut parfois la maîtriser et lui-même se transforme son propre corps, veut également le maîtriser à travers par exemple la médecine. Veut le transformer aussi, même en dehors de la médecine, par le biais de la chirurgie esthétique par exemple. Des tatouages, des vêtements, etc. Donc l'homme n'est pas un être totalement naturel. Habituellement, nous abordons la question de la nature toujours en relation avec l'homme. Auparavant, la question qui était centrale dans un cours de philosophie autour de la nature, c'était la question de savoir si ce qui était primordial pour définir un homme, c'était la nature, donc ce qui nous est déjà donné. On va prendre comme première définition de la nature cette chose-là, ce qui est donné, ce qui est déjà là, ce qui est toujours identique à soi. Est-ce que l'homme il se définit comme un être naturel au sens où il est toujours identique à soi, ou bien est-ce que l'homme c'est un être de culture, c'est-à-dire un être qui se transforme, parce que la culture c'est un petit peu le même concept que le travail, c'est le concept de transformation. On transforme le monde par le biais des œuvres d'art, les représentations du monde par le biais de la religion, de la philosophie, de la science, la société et le corps humain par le biais des rituels, de la façon de se nourrir, de la façon de s'habiller. Tout cela au sens large, c'est la culture, même si les hommes font une interprétation différente des cultures selon les groupes, ce qui est tout à fait légitime, on va y revenir, puisque de toute façon la culture est une invention humaine. Donc il ne peut y avoir que de la diversité culturelle. Donc on s'est toujours demandé, est-ce que l'homme c'est davantage un être qui doit être défini par le rapport à la culture, puisqu'il ne fait que s'inventer, se transformer et aussi inventer et transformer ce qui est en dehors de lui, ou est-ce que c'est un être à comprendre comme étant un être naturel, c'est-à-dire un être qui est assez largement défini par son corps, par ses fonctions animales, par le fait qu'il fait des enfants, qu'il éprouve des sentiments, ce qui est assez peut-être naturel, on verra que ça l'est pas totalement, mais ce qui semble naturel. Voilà. Est-ce que l'homme c'est un être qui est davantage compris comme naturel ou culturel ? La deuxième question classique qu'on se pose par rapport à la nature, c'est la question écologique. L'idée que l'homme est une puissance qui en fait est une puissance de destruction et de transformation de la nature et que la mission de l'écologie, c'est précisément d'essayer de protéger cette nature. Et la troisième question, c'est la question de savoir si l'homme a une nature finalement, ou bien si finalement l'homme est un être flexible, qui se transforme sans arrêt, qui n'a pas une nature stable. Voilà. Alors ce qu'on a pu voir à travers les photos, c'est que la nature était idéalisée. Ce qu'on peut voir à travers nos différents questionnements typiques, c'est que quand l'homme cherche à définir et à comprendre la nature, il se place toujours en retrait d'elle. Il se place toujours comme étant extérieur à la nature. Donc, premier point de la problématique, comment faut-il penser l'homme comme un être à la fois naturel et à la fois toujours comme se pensant en retrait par rapport à la nature ? Je répète, comment faut-il penser l'homme comme un être à la fois naturel et à la fois en retrait par rapport à la nature ?
Deuxième point, pour rappeler, élaborer un petit peu la problématique, c'est le concept de nature qu'on a fait ensemble, dans lequel on a montré ce qu'était la nature d'un point de vue scientifique, la nature au sens de l'inné et de l'acquis, la nature au sens de ce qui ne se transforme pas. Je reprends. Donc l'idée c'est que l'homme se pense toujours comme extérieur à la nature, il se pense toujours en dehors de la nature, en retrait par rapport à la nature, et de ce fait-là, la seule façon qu'il a de construire un concept de nature, c'est de s'en extraire. Ça rappelle un petit peu la formule de Husserl, qui est un philosophe qui disait « toute conscience est conscience de quelque chose ». Il n'y a pas de conscience nue, il n'y a pas de conscience transparente, il n'y a pas de conscience transparente à elle-même qui se donnerait de façon transparente dans un rapport avec les choses qui serait complètement neutre. En fait, la conscience, elle est toujours orientée, elle est toujours intentionnelle vers un objet. Par exemple, écouter un cours, ce n'est pas quelque chose de neutre, on a déjà des attentes et donc on a conscience du cours dans la mesure de ces attentes. De la même façon, en fait, toute conscience de la nature est conscience d'abord de quelque chose et de quoi? D'une extériorité de l'homme par rapport à la nature, d'une distance de l'homme par rapport à la nature. Dans toutes ces phrases, la nature est un idéal dans lequel l'homme doit se reposer. La nature est une chose à préserver parce que l'homme l'a détruit. La nature est une chose que l'homme doit suivre pour modèle, sinon il est contre nature. Dans toutes ces formules, on voit bien à quel point, lorsque l'homme pense la nature, c'est toujours en dehors de lui, comme si lui n'était pas un être naturel, comme si il fallait penser en fait deux mondes dans le monde de l'homme et le monde de la nature, ce qui est évidemment hautement problématique. Donc, toute conscience est conscience de quelque chose, toute conscience de la nature est toujours conscience d'un être qui se pense comme extérieur à la nature et qui ne peut pas s'empêcher pour penser la nature de la penser comme étant en dehors de lui, en fait. Et ce faisant, il se condamne peut-être à ne pas pouvoir penser la nature qui tout de même fait partie intégrante de lui. Voilà tout le problème philosophique. Nous ne pouvons pas penser la nature comme étant quelque chose qui nous est propre ou qui est notre semblable, mais faisant cela, s'extrayant de la nature en quelque sorte, nous ne pouvons pas la penser puisqu'elle n'est pas totalement quelque chose qui est extérieur à nous. Donc, tout ce qu'on a dit à propos de la nature pour préparer le cours, dans les derniers cours pendant lesquels on s'est vu, toutes les photos, idéaliser un petit peu la formule de Simone de Beauvoir, ces petits éléments des notions philosophiques que je vous donne, finalement, est-ce que tout cela, en révélant le point de vue extérieur de l'homme par rapport à la nature, et donc peut-être son impossibilité de penser la nature, est-ce que ça ne révèle pas la nature justement puissamment fictive du concept de la nature? Est-ce que le concept de nature n'est qu'une fiction? Donc ça, ce sera la question qui va orienter notre chapitre. Je crois que j'avais appelé le chapitre « La nature est-elle un idéal, un mythe ou un modèle ?» quelque chose comme ça. Ou peut-être, oui, la nature n'est-elle qu'une fiction? En fait, c'est ça. Notre question, c'est « La nature n'est-elle qu'une fiction ?» Est-ce que nous pouvons en avoir un concept clair ou bien est-ce que nous sommes toujours réduits à la penser comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose qui est en décalage par rapport à nous, qui ne nous concernerait pas ou de loin et de ce fait ne pas pouvoir la penser? Qu'est-ce que le concept de nature ainsi pensé comme fiction apporte finalement à la compréhension de l'homme, de son environnement? Et comment doit-on penser la nature pour s'en faire une idée juste? Alors, vous pouvez mettre pause quand ça ne va pas. Je vais reformuler les différents points de la problématique. L'homme se pense toujours comme un être qui n'est pas totalement naturel. Il se pense toujours extérieur à la nature. Il pense de lui-même qu'il est une puissance qui transforme la nature. Se pensant toujours en décalage par rapport à la nature, l'homme se condamne à se penser comme un être artificiel, non naturel, ce qui est faux. Et donc, se pensant comme extérieur à la nature, l'homme se condamne finalement à ne pas
penser de points communs, de points d'achoppement entre lui et la nature. Donc, se pensant comme extérieur à la nature, l'homme se condamne à ne pas pouvoir penser la nature. De ce point de vue-là, l'homme se condamne à ne pas pouvoir penser la nature autrement que comme une fiction qu'il construit en dehors de lui, qui ne le concernerait pas, soit qui serait quelque chose d'extérieur à lui, d'inatteignable, un modèle ou une espèce d'idéal, ou bien un espèce de paradis perdu, comme on va le voir un petit peu dans la littérature du XVIIIe siècle, paradis perdu de la nature, qui finalement serait irrémédiablement perdu pour l'homme. C'est ce qu'on retrouve dans des œuvres comme Paul et Virginie, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le mythe du Jardin d'Éden, etc. Donc, nous sommes réduits à penser la nature comme quelque chose d'extérieur à nous. Or, la nature, d'un point de vue scientifique, nous concerne. Pensant la nature comme extérieure à nous, pouvons-nous encore la connaître? Ou bien sommes-nous réduits à nous en faire une idée fausse? Cette idée fausse n'est-elle pas autre chose qu'une fiction, un petit peu idéalisée, en tout cas déformée? Est-ce que le concept de nature pour l'homme a encore un sens, ou bien est-ce qu'il est une fiction? En quel sens pourrions-nous réellement dire qu'il y a la nature et il y a l'homme, alors que nous sommes entourés de nature et qu'à la fois nous sommes entourés de techniques? Est-ce que le concept de nature lui-même n'est pas finalement une fiction? Alors, qu'est-ce que cette fiction révèle? Comment faut-il penser le concept de nature pour s'en faire une idée juste? Qu'est-ce que cette fiction révèle finalement des phénomènes extérieurs à nous, qu'on va avoir tendance à considérer non pas seulement comme le monde naturel, mais comme plutôt le monde physique, le monde qui sera traité par la science? Et qu'est-ce que ce concept de nature révèle aussi de l'homme? Voilà, comment se faire une idée juste de la nature. Alors là, c'est la fin de la problématique, j'espère que c'est assez clair. On va voir donc 3 moments dans le cours, enfin 2 moments et un bilan. Le premier moment, c'est la question du mythe d'une nature de l'homme, qu'on verra donc en 2 temps. Le mythe de la nature humaine et le mythe du genre masculin ou féminin. Et ensuite, on passera au mythe de la nature elle-même avec les écrits de Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Thoreau, avec l'idée que nous nous faisons de la nature extérieure aussi une forme de mythe, une forme d'idéal. Et puis à la fin, nous nous demanderons quel rapport finalement pouvons-nous entretenir avec la nature si nous en avons un concept aussi faussé et comment peut-être s'en faire une idée un peu plus juste à la fois de notre propre nature et de la nature extérieure à nous. Alors, je vais commencer donc le grand 1. La nature de l'homme est-elle un mythe? Voilà, le grand 1 c'est la nature de l'homme est-elle un mythe? Et je vais commencer par une question que j'aime beaucoup, que j'espère que vous trouverez intéressante justement. Voilà, je ne voudrais pas partir dans du trop classique pour un cours à distance, pour justement ne perdre personne. Et donc je vais commencer par la question du genre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette question. Elle a fait pas mal de polémiques depuis, alors pas depuis sa sortie, parce qu'en fait, les études sur le genre, ça apparaît aux États-Unis à peu près dans les années 70, à la suite justement de l'écrit de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui paraît lui dans les années 50 si je ne me trompe pas. Dans les années 60-70 aux États-Unis paraît un livre fondateur qui va mettre beaucoup d'années à être traduit en français, qui sera donc peut-être un peu moins connu chez nous. Alors, c'est le livre d'une philosophe américaine qui s'appelle Judith Butler, qui est toujours en vie, et qui écrit Trouble dans le genre, Gender Trouble, je crois. Et trouble dans le genre, ça veut dire, tiens, le genre, ça n'est peut-être pas uniquement ce qu'on en imagine. Alors, d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est que le genre? Vous connaissez le genre grammatical, le genre masculin, le genre féminin. Jusqu'aux études de Judith Butler et au livre de Simone de Beauvoir, on considérait que la définition de ce que c'était qu'un homme et de ce que c'était qu'une femme ne posait pas de problème. Nonobstant pourtant, les gens qui subvertissent le genre et qui ont toujours existé, qu'on les ait appelés auparavant des androgynes, des travestis, des personnes transgenres,
on appelait auparavant même des transsexuels. Ces identités-là ont toujours existé, mais elles n'étaient pas questionnées. Elles étaient renvoyées un petit peu dans la sphère de ce qu'on ne connaissait pas, ce qui n'était pas désirable et ce qui n'était pas socialement acceptable, c'est-à-dire tout ce qui concernait le monde globalement de l'homosexualité. Alors en fait, on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce questionnement de Judith Butler. Alors pourquoi elle se pose la question Judith Butler? En fait, c'est pas du tout par hasard. La question du genre va commencer à l'intéresser pour une raison en fait politique et pas du tout pour la question du genre en elle-même. Elle s'aperçoit dans les années 70, il me semble, non, 90, pardon, 90. Elle s'aperçoit dans les années 90 en fait qu'il y a toujours une espèce de conflit entre les féministes et l'homosexualité en fait. Il y a toujours une sorte de conflit entre ces deux luttes. Pourquoi? Parce que à plein de moments, un certain nombre de féministes imaginent que la conquête de droits pour les homosexuels et notamment pour, je sais pas, par exemple les personnes transgenres, va mettre en danger l'identité de femme. Et Judith Butler dit, mais ok, très bien, ce divorce est étrange, et puis surtout, en fait, ce qui est étrange, et notamment depuis que Simone de Beauvoir nous a dit, on ne naît pas femme, on le devient, c'est quoi une femme, finalement? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Voilà. Et c'est cette question en fait qui l'intéresse. En fait, elle se demande, elle reprend une question qui est une question foucaldienne, une question du philosophe Michel Foucault, que vous savez j'aime beaucoup. Michel Foucault dit en fait que nos identités sont construites par le politique, ce qui est tout à fait juste. Nous sommes des citoyens. Pendant la Révolution française, on s'appelait citoyens. Auparavant, nous nous appelions des sujets, parce que nous étions les sujets les sujets du roi, pardon. Aujourd'hui, nous sommes des personnes libres dans une démocratie, enfin, un peu. Donc, nos identités sont bien entendu construites par le politique, au sens large. Et on trouve la même chose pour la question du genre, on va y revenir. Et finalement, elle se demande, oui, mais comment peut-on mener un combat politique à partir d'une identité qui est elle-même construite par le politique? Comment finalement ce divorce révèle-t-il de l'intolérance d'une part et d'autre part une voie sans issue finalement pour les luttes, pour les conquêtes des droits, notamment féministes. Alors cette longue introduction pour montrer un petit peu d'où part la question du genre chez Butler et puis chez de nombreuses autres philosophes américaines puis françaises en fait à propos de la question du genre. Donc on va trouver pas mal d'autres philosophes si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Et donc la première chose c'est que l'exemple en fait de ce qui est censé être naturel, c'est être un homme ou être une femme, c'est vrai. Dès notre naissance, on nous attribue sur nos papiers d'identité le fait d'être de genre masculin ou de genre féminin. C'est d'ailleurs l'une des premières questions que les gens posent quand un bébé naît. On demande en général combien il pèse, comme à la boucherie, et si c'est un garçon ou une fille, parce que c'est très important. Évidemment, dans une société comme la nôtre, comme en fait quasiment toutes les sociétés, qui distribuent des rôles différents aux individus pour organiser la société qui est, rappelez-vous, le premier foyer de l'inégalité, finalement, c'est normal d'attribuer des rôles différents aux hommes et aux femmes, et c'est parce qu'on attribue des rôles différents aux hommes et aux femmes qu'on est toujours très intéressé tout de suite par la question de savoir si le bébé est un garçon ou une fille. Et en fait, la distinction que va faire Judith Butler, c'est une distinction très importante et je vais vous en parler. Ça vient vraiment de cette phrase de Simone de Beauvoir, dont Judith Butler va dire, cette phrase, quand elle l'a écrite, même elle ne soupçonnait pas à quel point cette phrase était importante. Simone de Beauvoir se demande, dans Le deuxième sexe, dans les années 50,
Pourquoi la femme est toujours socialement, politiquement, professionnellement le deuxième sexe? Pourquoi finalement les grands rôles militaires, politiques, etc. ont été attribués aux hommes? Et elle dit, finalement, l'identité féminine, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout de son point de vue, hein, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, qui est une philosophe, etc. Bon, pas grand-chose de féminin. Elle dit finalement, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire qu'au départ, on ne naît rien du tout, on est être humain, et que petit à petit, la société va nous apprendre va nous donner un rôle, en fait, va nous donner une identité qui va être très très dépendante d'un contexte. Ça aussi c'est important, c'est peut-être pas pareil d'être une femme au Moyen-Âge, dans les années 90, aujourd'hui, en France, en Russie, voilà, c'est pas pareil d'être une femme dans une société donnée. Et c'est pas pareil d'être une femme et d'être un homme, au sens où c'est la société qui va nous attribuer des comportements, des rôles, des habitudes aussi. Je prends des exemples tout simples en fait. Pourquoi serait-il masculin de porter les cheveux courts et féminin de porter les cheveux longs? Savoir qu'à l'époque des chevaliers, par exemple, les hommes avaient les cheveux longs et c'était masculin. Donc on voit bien que là, il n'y a pas de choses qui sont absolues, mais des choses qui sont bien relatives à une société donnée. Et Judith Butler, elle va faire une distinction qui va être essentielle entre, si vous voulez, trois choses. Le sexe, le genre, donc le genre, c'est-à-dire l'identité de genre, et la performance de genre. Alors, le sexe, c'est une donnée biologique, c'est une donnée de naissance. On va dire que c'est le fait d'être mâle ou femelle, ou d'ailleurs ni l'un ni l'autre, comme ça peut arriver dans la nature, puisque on sait bien dans la biologie que dans la nature, ce qui existe, ce sont des individus qui correspondent à une norme, et des écarts par rapport à la norme. D'accord? Donc c'est vrai de toutes les maladies, c'est vrai de tous les corps. Les corps obéissent à des normes. Par exemple, c'est une norme d'avoir 2 bras. Il va y avoir un individu sur je ne sais pas combien qui va naître avec un bras dysfonctionnel. Voilà ce qu'on appelle classiquement un handicap. Donc les écarts par rapport à la norme, dans la nature c'est normal, parce que la norme dans la nature c'est quelque chose qui se répète le plus souvent, voilà, génétiquement, et puis évidemment qui va connaître des écarts parce que la reproduction des êtres, tous les mécanismes de l'hérédité et de l'évolution font que les êtres évoluent et enfin, voilà, ne sont pas des êtres toujours identiques. Donc de la même façon, la plupart du temps, les individus vont naître mâles ou femelles, ou parfois ni l'un ni l'autre, et ce qu'on va appeler les individus intersexes, qui sont plutôt rares comme n'importe quel autre écart à la norme. Alors, donc, première chose, le sexe biologique, mâle ou femelle, on va dire pour aller vite. Ensuite, ce qu'elle appelle le genre, ou plus précisément l'identité de genre, c'est le fait d'être une femme ou un homme. Donc, j'en étais restée à l'identité de genre. Donc, le genre, c'est le fait d'être un homme ou d'être une femme. Ce qui n'est pas exactement la même chose que d'être mâle ou femelle. Pourquoi c'est pas la même chose? Simplement parce que ça peut coïncider, comme ça peut ne pas coïncider. Classiquement, on va dire que être une femme, socialement, c'est peut-être être en capacité d'être enceinte et d'avoir des enfants. Or, tous les individus de sexe féminin ne sont pas enceintes. Tous les individus de sexe féminin, a priori, par exemple, n'ont pas d'utérus. Être une femme, socialement, ça peut être corrélé à certains types de comportements comme le mariage. Or, tous les individus femelles ne souhaitent pas se marier. Etc., etc. Donc, peu importe en fait tout ce qu'on met derrière ce que c'est que femme ou homme, on verra d'ailleurs qu'il n'y a pas d'absolu de représentation de ce que c'est que être une femme ou être un homme. En tout cas, l'idée c'est que même si dans la plupart des cas, et ce qui est tout à fait logique, on va comprendre pourquoi, même si dans la plupart des cas ça coïncide, c'est pas forcément le cas. D'accord? Donc, si ça ne coïncide pas toujours, c'est qu'il faut faire une différence entre les deux. Rappelez-vous, en début d'année, on avait distingué la pensée comme mécanisme automatique et la conscience. Et on avait dit que la plupart du temps, ça se passe en même temps, et donc on ne s'aperçoit pas de la distinction entre penser et avoir conscience de penser. Sauf quand on rêvasse, par exemple, on pense de façon automatique et on n'a pas forcément conscience du contenu de notre rêverie. Là, c'est pareil. Le sexe biologique
et le genre. La plupart du temps, ça coïncide et on s'en aperçoit pas. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire que parfois, il va y avoir des écarts et que tout simplement, du point de vue de la définition et du concept, c'est juste autre chose. Qu'on peut être un individu de sexe biologique femelle sans être une femme, ou bien un individu de sexe biologique homme, de sexe biologique mâle sans être un homme. Voilà. Donc ça, c'est l'identité de genre. Et après, il y a la performance de genre. Ça, c'est simplement comment l'individu va quotidiennement exprimer son genre. Alors c'est dommage que je ne sache pas faire des montages vidéo parce que je vous aurais mis des petites photos, mais bon c'est pas grave, on va imaginer des personnages. Un individu peut être donc de sexe biologique femelle, femme, et ne pas être féminine, par exemple. Ou au contraire être très féminine, trop féminine. Vous connaissez bien des personnages, je sais pas, je prends par exemple la chanteuse Christine and the Queens, c'est le premier exemple qui me vient, n'est pas aussi féminine que par exemple la chanteuse Adele, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui avait chanté la bande originale d'un James Bond là, qui est toujours très très féminine, avec des grosses boucles d'oreilles, des cheveux extrêmement avec des trucs maquillés, etc. etc. Donc on peut tout à fait considérer qu'un individu est de sexe biologique femelle, est une femme et n'est pas féminine. Voilà, c'est pas la même chose. La performance, c'est-à-dire la façon dont le genre va s'exprimer, en fait, la façon dont la personne va performer le genre, en fait, et l'identité de genre, c'est-à-dire la façon dont je me définis. On avait bien dit en début d'année que l'identité, c'était quelque chose de complexe. On ne peut pas forcément dire pourquoi. Alors, je vais prendre quelques caractères d'identité. Pourquoi Harpagon est avare ? Harpagon est avare, ça fait partie de son identité. Pourquoi la marquise de Merteuil, dans Les Liaisons dangereuses, elle est si perverse ? Je ne sais pas pourquoi elle est si perverse. Pourquoi Gandhi est si intéressé par la politique ? Je ne sais pas pourquoi il est si intéressé par la politique. Pourquoi je suis une femme ? Aucune idée. Voilà, c'est exactement ça en fait. L'idée c'est que c'est une identité, c'est-à-dire un ensemble de caractères, d'habitudes et de pensées et de représentations de soi qui sont fondées sur des choses tellement profondes et parfois tellement inconscientes qu'on ne peut pas nécessairement en faire la généalogie, et tant mieux. Et pour autant, ce n'est pas de l'ordre du choix. Voilà, mais il n'y a pas de définition derrière. On va voir qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour lesquelles Harpagon est avare, il n'y a pas de raison pour lesquelles on est homme ou femme, il n'y a pas de raison pour lesquelles voilà, la marquise de Merteuil est perverse, etc. Il n'y a pas de raison fondamentale à l'identité. Ça peut être le travail d'élaboration de la psychologie, par exemple, d'essayer de trouver les mécanismes qui fabriquent l'identité, mais on l'a bien vu avec le point de départ en fait de la psychanalyse, avec Freud, avec de la vieille psychologie, mais c'est pas grave. On a bien vu à quel point ces mécanismes sont personnels, enchevêtrés dans des complexes assez compliqués, assez multiples. Et pour une même expérience vécue, deux individus ne vont pas développer le même caractère. Donc on ne peut pas, et tant mieux d'ailleurs, faire la généalogie complète de l'identité. Et tant mieux parce que comme ça, les individus peut-être gardent un petit peu de mystère pour les autres et pour eux-mêmes, parce que peut-être toutes ces choses-là n'ont pas à être connues. On n'a pas besoin d'en faire la généalogie. Voilà, pour simplement assumer ce qu'on est. C'est déjà pas si mal. Peut-être que c'est bien qu'on ne puisse pas réduire tous ces paramètres finalement, puisque ça va laisser finalement un ensemble de questionnements assez intéressants sur ce que je suis et ce que je peux être. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis, mais je sais à peu près ce que je suis, donc quelles en sont les limites, à quel point mes défauts peuvent gêner les autres, peuvent me gêner moi-même peut-être, donc je peux essayer comme ça de faire la généalogie, je peux comme ça essayer de faire un ensemble de questionnements vivants à propos de l'identité, parce que c'est une chose qui évolue et qu'il ne faudrait pas figer dans une généalogie psychiatrique ou philosophique d'ailleurs.
voilà, qui la rendrait totalement transparente. Parce qu'en ce sens, ce serait plus très intéressant de découvrir les individus. On aurait simplement affaire à une fiche, comme pour un robot, par exemple, ou une intelligence artificielle. Donc une identité, c'est profond, c'est mystérieux, ça n'est pas un choix, et c'est structurel. Ça va structurer l'individu en fonction évidemment d'un contexte de vie, et ici on va le voir, d'un contexte politique. Alors, on va essayer de lire le texte de Judith Butler que je vous ai envoyé, qui est quand même assez long. Donc je vais essayer de m'arrêter assez régulièrement. Alors, je vais vérifier qu'on a le même texte. Donc voilà, je vérifie parce que j'ai découpé une dizaine de pages, des petits extraits significatifs d'une dizaine de pages de la fin de l'œuvre de Judith Butler. Alors c'est vraiment très difficile à lire, comme tous les philosophes modernes, contemporains. Donc on va y aller tout doucement. Mais avec les explications, ça devrait aller. Donc ce qui serait bien, ce serait que vous relisiez le texte après la vidéo, peut-être à votre rythme, pourquoi pas plusieurs fois, ou que vous puissiez au moins noter sur une feuille vos questions sur le texte, de façon à ce qu'on fasse un direct jeudi sur Discord. Voilà, parce que jeudi, je n'aurai pas de charge d'enfant. Et du coup, je pourrai répondre à vos questions sur le texte. Le texte est assez difficile et ça suffira bien assez pour aujourd'hui. Alors, je commence la lecture. La structuration d'un espace intérieur est un effet produit par un processus de signification dans lequel le corps devient une enceinte vitale et sacrée. Alors, je m'arrête déjà sur cette phrase, elle est déjà pas mal. La structuration d'un espace intérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est l'identité. L'identité, elle se structure, elle se construit. Tous les philosophes à partir du XXe siècle vont expliquer que il n'y a pas quelque chose qui serait donné à la naissance comme un caractère, mais que la personne se structure au fur et à mesure des événements de vie, des contextes politiques, contexte de guerre, contexte de démocratie, contexte d'éducation, etc. Donc la question de la structuration, c'est même un mouvement philosophique, les structuralistes, on y compte Freud, Lévi-Strauss, donc bien sûr Butler, etc. L'identité se structure. Et ce qu'elle appelle un espace intérieur, en fait, c'est l'identité. La notion d'espace intérieur, c'est un peu flou, mais pas moins que la notion d'identité. Si je mets de côté le sens de l'identité mathématique, l'identité personnelle, c'est quelque chose d'assez... pas flou, mais quelque chose qui n'est pas si clair. Voilà. Et donc, elle appelle ça un espace intérieur, c'est traduit de l'anglais. C'est pas mal d'avoir à nouveau cette métaphore spatiale. Puisqu'il y a depuis les topiques de Freud, qui sont les espèces de cartes mentales, on a toujours le sentiment qu'il y a un quelque part où sont cachées les choses, où sont en tout cas mises les choses qui nous structurent. Donc, la structuration d'un espace intérieur, c'est l'identité. Et elle dit l'identité, c'est un effet, c'est-à-dire c'est une conséquence d'un processus de signification. Voilà. Donc, c'est la conséquence de tous ces moments où l'individu donne du sens au monde qui l'entoure. Par exemple, on peut imaginer, psychanalyse de comptoir, on peut imaginer que Harpagon donne du sens à l'argent par rapport à des expériences fondatrices qui peuvent être le manque d'argent ou le manque d'affection. Souvent c'est ça l'avarice, c'est le manque d'affection. Harpagon donne un sens à son argent qu'il possède parce qu'il est riche. Ce processus de signification assez intime par rapport à l'argent va fabriquer le Harpagon de Molière qu'on connaît, qui est ce personnage très très avare. Voilà, donc l'identité est la conséquence d'un processus de signification. L'identité est la conséquence de la façon dont la personne donne du sens à ce qui l'entoure, attribue des significations. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à ce qui nous entoure ? Ça veut dire que ce qui nous entoure n'a pas nécessairement de sens. Naître dans un pays en guerre, par exemple, ou souffrir de la faim, ça n'a pas de sens. Il y a des choses auxquelles on va essayer d'attribuer du sens, mais qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens par elles-mêmes, en fait. Ça, comment je peux dire, naître en ayant tout ou naître en n'ayant rien, en soi, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de justice ou de rationalité, on va dire au moins, qui va gouverner cet ensemble de hasards
qui sont simplement les hasards de la naissance, donc encore une fois de la nature biologique, il n'y a pas de sens à ces éléments qui sont donnés d'emblée, et donc l'individu va être obligé d'y attribuer des sens. Parfois, il se retrouve confronté évidemment à l'absurdité. À partir de là, il va essayer de tricoter du sens pour ne pas se laisser finalement déborder par cette absurdité, parce que les hommes n'aiment pas l'insensé, les hommes n'aiment pas ce qui est absurde. Par exemple, une chose qui n'a pas de sens, la douleur de l'accouchement n'a pas de sens. Voilà, j'avais essayé d'y trouver un sens vraiment comme expérience fondatrice, comme expérience historique, fondatrice de l'identité, notamment féminine, etc. En réalité, non, la douleur, c'est la douleur. C'est à son point le plus extrême, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais malgré tout, on essaye d'y attribuer des sens, par exemple le sens d'un rite initiatique. Et c'est ce processus de signification, c'est-à-dire cette façon que nous avons de donner du sens à ce qui nous entoure, qui va fabriquer petit à petit une identité. Alors, elle dit ensuite dans la fin de cette phrase, ce processus de donner du sens au monde qui nous entoure, qui va fabriquer notre identité, va faire en sorte que le corps devienne une enceinte vitale et sacrée. Alors, une enceinte vitale, évidemment, le corps, c'est la vie vitale. Par contre, ce qui est plus intéressant ici, c'est le terme d'enceinte. Ça veut dire que cette identité, elle est tellement fluctuante, tellement floue, tellement vague, tellement changeante aussi, que finalement, le corps va devenir un petit peu ce qui comprend l'identité. Ça, c'est très très important dans le texte de Butler, et c'est aussi profondément vrai. On peut être rationnel et se dire que le corps est ce qu'il est naturel, qu'il n'a pas d'importance, que peu importe ce qu'il est. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous attribuons à notre corps aussi des significations. Nous avons une façon de nous sentir dans notre corps, plus ou moins bien, on se sent plus ou moins bien ou mal dans son corps. Le corps va révéler des choses. Il va porter les marques de l'existence, les rides par exemple. Il va porter les marques de l'existence, des cicatrices par exemple. Nous savons par exemple à quel point le vêtement est une seconde peau. Si je me déguise, je ne vais pas me sentir bien dans le corps comme dans une enceinte à laquelle je suis habituée et qui me permet simplement d'être libre et de me mouvoir dans le monde. Ça peut être simplement ça. Mais le corps n'est pas qu'une enveloppe qui n'a aucune importance. Il y a un lien évidemment très très profond avec la question de l'identité parce qu'il y a une manière de se sentir dans son corps. Voilà. Donc le corps devient une enceinte très importante et elle dit sacré. Alors ici c'est pas du tout sacré au sens habituel du terme, c'est-à-dire en un sens religieux extérieur à l'homme. Sacré, ça veut dire que l'homme sacralise son corps. Par exemple, si du jour au lendemain notre corps change, par exemple si nous sommes privés de notre visage à la suite d'un accident, je pense, ou d'une guerre, je pense aux gueules cassées par exemple, qui sont privées de leur visage. Ce n'est pas tant la question un petit peu qu'on a tendance à estimer d'ailleurs superficielle de la beauté, qui n'est pas si superficielle que ça, c'est pas ça. Parce que quand notre corps devient moins beau, par exemple en vieillissant, on le reconnaît tout de même, puisque cette évolution elle est progressive. Alors que si je deviens une gueule cassée à la suite d'un tir d'obus et que je ne reconnais pas mon visage, je ne me reconnais plus. Le corps n'est pas qu'un simple instrument qui ne m'appartiendrait pas. J'entretiens des liens d'habitude très intimes avec lui, et si je ne me reconnais pas dans cette enceinte qui me comprend, qui m'entoure, alors l'identité elle-même est mise à mal. Celui qui n'a plus de visage a le sentiment de perdre en fait son identité, au même titre que celui qui n'a plus de mémoire. Voilà. Donc c'est toute la question des gueules cassées par exemple, qui est une question importante et fondamentale, que vous pouvez retrouver dans plein de romans, en littérature, de témoignages, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc le corps devient pour l'homme une enceinte vitale pour son identité aussi. Et sacré parce que nous sacralisons notre corps. Sinon, nous ne ferions pas tant d'efforts pour l'entretenir, ou au contraire,
D'ailleurs, même le laisser-aller corporel est un symptôme de l'identité. Celui qui est en dépression, qui ne fait plus attention à lui, etc., qui est plus dans un rapport de connexion avec son corps, ça dit aussi quelque chose de lui, de la même façon. Donc le corps est vraiment cette espèce d'identité aussi. Donc nous portons l'identité aussi avec le corps. Donc avec des représentations de soi qui sont psychiques et avec le corps. Alors là j'ai fait que la première phrase du texte et on est déjà à 40 minutes de vidéo. Donc je pense que je ne ferai pas tout le texte, je le ferai en 2 parties, le texte. Mais je vais continuer quand même un petit peu. Alors ensuite, comme elle a parlé du corps, elle parle de l'âme. Je lis la suite, là ça va aller assez vite. L'âme est précisément ce qui manque au corps. Par conséquent, le corps se présente comme un manque, signifiant. Ce manque, qui est le corps, représente l'âme comme une entité invisible. L'âme est ainsi une signification de surface qui met en cause et déstabilise la distinction même entre intérieur et extérieur. Alors, là, elle se rapporte au concept classique de l'âme. Enfin, pas au concept antique de l'âme. C'est l'âme, chez les Grecs, et notamment pour Aristote, c'est simplement ce qui anime le corps vivant, ce qui distingue la matière inerte et la matière vivante. Aussi bien l'âme d'un homme que l'âme d'une plante, que l'âme d'un animal. Voilà. Donc ça aussi, il faudra qu'on y revienne dans la suite du chapitre. Voilà, puisque c'est quand même aussi la question de la nature. Mais évidemment, à partir de notamment l'âge classique, enfin déjà le Moyen-Âge un petit peu, puis l'âge classique, le XVIIe siècle, l'âme, c'est devenu évidemment un terme éminemment religieux. C'est en quelque sorte une métaphore de l'esprit qui serait incorporelle, qui serait immatérielle, et qui également serait une espèce de support moral, la belle âme ou l'âme noire. Donc une sorte de support moral qui du coup survivrait au corps et permettrait de juger les hommes. On trouve aussi ça dans les mythologies égyptiennes où le poids de l'âme, je crois, ne doit pas excéder le poids d'une plume, ce qui n'est pas grand-chose, pour montrer que la personne est restée suffisamment pure, autrement dit suffisamment morale dans son existence, etc., pour avoir le droit d'accéder à un endroit du royaume des morts, je ne sais plus du tout lequel. Donc l'âme, elle dit, alors elle se positionne pas sur tous ces débats religieux, vous n'êtes probablement pas intéressée par ces débats, en tant que croyante en tout cas, mais elle dit en tout cas, l'âme c'est une signification de surface. Le corps représente l'âme comme une entité invisible, c'est-à-dire que évidemment l'âme c'est quand même l'objet d'une représentation. Que l'on croit à son existence ou que l'on n'y croit pas du tout, quelle qu'elle soit, que l'on imagine qu'il est possible qu'il y ait de l'immatériel ou pas, et les deux croyances sont parfaitement rationnelles. Les deux croyances se défendent parfaitement. D'accord ? Les deux croyances sont aussi irrationnelles l'une que l'autre, j'ai envie de dire. L'absence totale d'immatériel n'est pas raisonnable. La question de l'immatériel en elle-même semble peu rationnelle. Bon, alors peu importe, dans ce débat, les deux croyances se valent, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quoi qu'on en fasse, l'âme, c'est une représentation que l'individu se fait de lui-même. Voilà. Et elle dit de toute façon, ce débat sur l'âme, il nous ramène un peu au débat sur l'identité. L'âme, c'est une signification de surface qui déstabilise la distinction entre intérieur et extérieur. Elle dit, c'est vrai finalement, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a beau faire de l'âme on a beau faire de l'âme quelque chose de totalement immatériel. On dit qu'on voit l'âme des gens dans leurs yeux, on parle du poids de l'âme chez les Égyptiens. Maman, l'âme. Voilà, donc on a des difficultés quand on définit l'âme à ne pas... Donc elle dit finalement, c'est un paradoxe. À la fois on se représente l'âme comme quelque chose d'incorporel et à la fois finalement à la fois on se représente l'âme comme quelque chose d'incorporel et à la fois on se représente l'âme finalement liée à un corps, à un poids, à un visage, d'accord. Donc en un sens, effectivement,
l'âme, les représentations de l'âme, déstabilisent la distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, peu importe en fait ces conceptions de l'âme, pourquoi j'ai laissé cette phrase, pourquoi j'ai laissé cette phrase alors même que finalement elle est assez complexe, c'est parce que je voulais vraiment bien que vous compreniez que la question de l'identité, elle est pas seulement interne, elle est liée très intimement au corps et elle est liée aussi à des représentations psychiques. Et l'un et l'autre sont forcément en rapport, on ne peut pas les dissocier. Et on le ressent quand on s'habille, quand la façon dont on s'occupe de son corps, la façon dont on meut son corps, dont on bouge, la façon dont on l'entretient à travers le sport, etc. Enfin, voilà, la question de l'identité, elle est pas seulement d'ordre purement abstraite avec des représentations psychiques, elle est aussi corporelle. Et donc liée à un corps, mais là, liée à un corps dont on se fait une représentation, qui est le corps naturel aussi, et qui n'est pas seulement le corps naturel, puisqu'on s'en fait une représentation. Bon, c'est rigolo, hein, dans ces 5 premières lignes du texte, on n'a pas encore parlé du genre. Vous voyez, le texte, il est compliqué, et il détaille bien tous les éléments. Alors, le passage que j'ai laissé juste après, il est un petit peu compliqué, parce qu'elle revient sur quelque chose dont elle a parlé plus tôt, que j'ai laissé comme ça. Alors je vais laisser la phrase de côté, j'expliquerai à la fin. Je vais reprendre à la phrase cette production disciplinaire du genre. Alors, je vais vous dire le numéro. Donc je reprends à la ligne 8. Cette production disciplinaire du genre a pour effet de stabiliser artificiellement le genre, servant par là les intérêts de l'hétérosexualité et les fins régulatrices de la sexualité reproductive. La construction de la cohérence masque les discontinuités du genre, traversant les contextes hétérosexuels, bisexuels, gays et lesbiens, où le genre ne découle pas nécessairement du sexe et où le désir, la sexualité en général, ne semble pas dépendre directement du genre. Cet idéal régulateur se révèle être une norme et une fiction, prenant les apparences d'une loi développementale, régulant le champ sexuel qu'elle est censée décrire. Alors, elle n'est pas facile cette phrase parce qu'elle est une espèce de condensé en fait de toute la pensée butlérienne sur le genre. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu, puis je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vais vous envoyer une deuxième en fait. Alors, elle dit finalement cette production disciplinaire du genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le genre, donc le sexe biologique mâle et femelle, ou pas d'ailleurs, il est donné par la nature. Le genre, lui, il est produit socialement. Et elle dit cette production, elle est disciplinaire. Elle reprend là un terme de Michel Foucault qui dit que les hommes et les corps, les hommes, les êtres humains, et les corps sont produits par une société. Ils sont aussi produits par une discipline. Michel Foucault, il prend l'exemple de l'école. À l'école, on produit des corps obéissants, assis, qui se tiennent le dos droit, qui ne sont pas en train de dormir, etc., etc. Donc l'école, par exemple, c'est une des disciplines sociales et politiques qui va produire des sujets politiques, des hommes, des êtres humains. Elle dit de la même façon, le genre, il est produit par une espèce de même sorte de discipline. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout un tas de choses. Le genre, il va être produit d'abord par une identification qui est faite malgré l'individu. C'est une fille. Une identification qui est faite sans cesse pendant tous les temps de socialisation en fait, hein, l'école, la famille, les amis, etc. Cette identification comme ça, elle est donnée forcément par l'extérieur. Voilà. Et du coup, cette identification qui est donnée par l'extérieur, elle devient une représentation de soi. C'est une fille. Je suis une fille. C'est une production disciplinaire du genre qui a pour effet de le stabiliser artificiellement. Ça veut dire que on crée artificiellement deux identités de genre. Par les jeux, par les vêtements, par la manière d'éduquer. Je vais y revenir un peu plus en détail. À quoi ça sert?
Elle dit finalement, c'est vrai, on pourrait dire, c'est bien qu'il y a des gens qui vont pas aimer cette partie de la philosophie, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais en fait, où est le problème? Pourquoi on créerait artificiellement des identités de genre? Alors attention, on ne crée pas artificiellement des genres, on les stabilise artificiellement en imaginant une continuité entre le sexe biologique et le genre, ce qui n'est pas possible puisque entre le sexe biologique et les métiers féminins, les attributs féminins, voilà, il n'y a pas de rapport en fait, hein, il n'y a vraiment aucun rapport, évidemment. Voilà, entre le sexe masculin et la guerre ou la politique, il n'y a pas de rapport en fait. C'est ça l'idée. Donc c'est pas une création artificielle, c'est une stabilisation artificielle de quelque chose de politique qu'on appelle le genre. Pourquoi? Elle le dit à la fin de la phrase. Parce que il faut que les hommes aient une sexualité reproductive. Parce qu'il faut qu'il y ait une reproduction de l'espèce. Parce qu'il faut qu'il y ait une démographie. Et pour qu'il y ait une sexualité reproductive et encadrée, il faut qu'il y ait le mariage. Et donc, il faut qu'il y ait une hétérosexualité politiquement utile. Et elle dit finalement, stabiliser artificiellement le genre permet les intérêts de l'hétérosexualité comme norme politique. Et là, quand on a compris cet argument, on comprend mieux pourquoi les gens sont si fixés sur ces questions, qui semblent évidemment être des questions finalement pour nous, surtout aujourd'hui, qui sont plus si importantes que ça. En fait, elles ont une importance politique, clairement. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle dichotomie entre votre génération qui semble finalement si tolérante et le fait que les députés aient tellement de difficultés à accorder la PMA au couple de femmes? Parce que en fait ça met en péril les intérêts d'une sexualité reproductive et donc d'une hétérosexualité politique qui est politiquement donnée comme étant une norme sociale. Voilà, tout simplement. Toute société doit être organisée selon des normes, et cette norme-là, comme d'autres normes, comme les systèmes de hiérarchie, comme la loi, comme la religion, toutes ces normes, ce sont des normes qui visent à organiser une société. Parce que sans cela, en fait, rien ne peut par nature organiser une société. Rien. Aucun être n'est toujours le plus fort, donc il faut falloir établir un système de hiérarchie politique. Aucun être n'est voué par nature à faire la lessive, donc il va falloir établir une hiérarchie politique, etc. Donc c'est en établissant des hiérarchies, on l'avait déjà vu, en établissant une division du travail, que l'on va en fait créer des normes sociales qui vont donc devenir, puisqu'elles vont être créées, des normes politiques. Et l'hétérosexualité politique est une de ces normes, en fait, tout simplement. Alors, c'est un texte très important, très intéressant. Je vais m'arrêter là parce que je suis sans cesse interrompue et je vais faire une deuxième vidéo ce soir pour faire la fin du texte, pour vous expliquer en fait comment naît vraiment le genre, pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail et compléter cette première vidéo. En attendant, donc vous pouvez déjà écouter cette vidéo, lire le texte bien tranquillement, écrire vos questions sur un morceau de papier, et puis donc me transmettre dans la journée, ce serait l'idéal, si c'est possible, un petit résumé d'une dizaine de lignes sur la vidéo d'aujourd'hui. C'est simplement vraiment purement administratif, voilà, pour que vous puissiez me montrer que vous avez regardé la vidéo aujourd'hui en lieu et place du cours et que donc je peux vous noter présent pour le cours d'aujourd'hui. Voilà, je vous enverrai donc une autre vidéo très très vite. À bientôt. Maman.